Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Divergence politique, le 33e. Au sujet aujourd'hui, Paris, la réunion de la dernière chance pour la paix, point d'interrogation. Et l'autre question aussi, Paris, France, est-ce que la France a été humiliée? C'est parti. Nous sommes en guerre. Si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance. Bon, la résistance, elle se tient avec deux personnes aujourd'hui. Alexis, Xavier, bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, merci beaucoup aussi à vous tous du nom de toute l'équipe de Divergence. Nous avons atteint les 10 000 abonnés sur YouTube. Merci beaucoup. Alors, ce n'est 11 qu'une 000, étape par la suite. 11 000. À 11 000 en plus de ça. C'est un peu comme les sanctions russes. D'un coup, ça augmente 2 000 et on ne s'en rend pas compte. Bref, merci beaucoup à vous tous. N'oubliez pas les petits soutiens habituels, un petit pouce vers le haut, abonnement, la cloche des notifications, un commentaire, vous avez l'habitude. Donc, on ne va pas perdre de temps. On va commencer aujourd'hui par la réunion qui a eu lieu à Paris, la réunion de la paix par rapport à l'Ukraine. Donc, Français, Américains, Ukrainiens, Allemands, Britanniques se sont réunis à Paris pour parler. Alexis, quel débrief on peut en faire en fait de cette réunion? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des avancées? Bon, là, il n'y a pas eu d'avancée du tout sur un plan de vue politique. Il y a plus eu des avancées peut-être sur un plan de vue militaire. Là, Xavier nous en parlera 1000 fois mieux que moi. Sur un plan de vue politique, non, il ne s'est rien passé. C'est un week-end très sympathique. Enfin, c'était pas un week-end, mais c'était 2-3 jours à Paris. Très sympathique, probablement que toutes les délégations ont fait. D'ailleurs, probablement aussi aux frais du contribuable, donc financé probablement par nos deniers, messieurs. Ça n'a servi à rien. Alors, Zelensky a pu être présent à la table des négociations, alors pas lui physiquement, mais en tout état de cause, les personnes de son administration. Ça a donné un semblant pour l'Ukraine d'importance dans les discussions qui tiennent cours actuellement. La vérité, c'est que personne autour de la table n'avait véritablement un rôle majeur dans la résolution de ce conflit, hormis les États-Unis uniquement, exclusivement, et la Russie, qui n'était pas d'ailleurs invitée. Voilà. Donc, Alors, effectivement, un week-end parisien, peut-être pour le shopping, ça a été utile. Peut-être on a fait rentrer d'argent dans les caisses de l'État français grâce aux taxes. Pour la diplomatie, en tout cas, je crois que ça n'a pas servi à grand-chose. Et je finirai même, je rajouterai même un dernier mot là-dessus. Alors, tous les médias de grand chemin ont applaudi l'événement extraordinaire, la brillance, le renouveau de la diplomatie française, douché dès le lendemain matin sur le tarmac par Rubio, qui a été assez laconique et a dit finalement, si personne ne veut faire la paix, eh bien nous, on va s'en dédouaner, on va quitter, et c'est ce qu'on dit dans Divergence depuis très longtemps, on va quitter ce conflit et les laisser gérer entre eux. Voilà, donc bravo et applause le lundi soir, je crois que c'était lundi soir, sur les studios télé, BFM et LCI, et puis douche froide et larmes le mardi matin au réveil. Justement, je voulais parler de Rubio. Xavier, alors c'est vrai que d'habitude, la Russie, comme là d'ailleurs, la Russie n'est absolument pas invitée directement. Par contre, Marco Rubio, donc le secrétaire d'État américain, a quand même appelé Sergueï Lavrov. Quel est le point de vue des Russes sur cette énième réunion sans la Russie, sur la paix? Le point de vue des Russes, on l'a connu par le représentant de la Russie aux Nations Unies, Nebenza, qui a dit clairement et simplement qu'en l'état, il n'y avait aucune possibilité de faire une trêve. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, cette réunion à Paris n'a servi à rien, sauf à marquer une étape de plus dans, je pense, le retrait des États-Unis, de Washington, de cette guerre en Ukraine. Alors le paradoxe, c'est que Londres et Washington ont initié cette guerre, et que maintenant, finalement, Trump est en train de nous répéter que c'est pas sa guerre. Ce qui est vrai, c'est celle de Biden. Après, évidemment, ça remet en question le fonctionnement de l'État américain, parce que même si effectivement c'est la guerre de Biden, cela dit, il était président lorsqu'il l'a déclenché, donc la moindre des choses. Et je comprends que Donald Trump, et il a raison, veuille se retirer, c'est de dire, en tant que successeur et de l'État permanent de l'État américain, eh bien, nous allons mettre fin à cette guerre que nous avons commencée. Et là, je trouve ça, que ça manque un petit peu d'éthique politique, c'est de dire c'est pas ma guerre, hein. J'ai comparé ça à John Rambo, et j'y suis pour rien. Et donc voilà, et puis vous commencez à m'agacer avec vos histoires, puisque vous comprenez rien. Je pense que ce que voulait faire Rubio, il y avait deux choses
quand je vois un peu les déclarations qui sont faites, c'était rencontrer les Français qui sont, avec les Anglais, les plus agressifs sur le dossier ukrainien pour les mettre au courant de la situation réelle sur le terrain et de la situation réelle de l'économie russe. Parce qu'on voit très bien qu'entre le moment où Trump est investi président, et donc il a accès aux renseignements, notamment il a nommé Tulsi Gabbard à la tête du renseignement militaire, il sait ce qui se passe sur le terrain, il sait l'état catastrophique de l'armée ukrainienne, l'état des stocks de munitions, non seulement en Ukraine, mais aux États-Unis. Donc il sait que cette guerre ne peut pas être gagnée. D'ailleurs, il l'a laissé plusieurs fois entendre. Donc je pense que c'était ça l'intérêt, c'était que je pense que Rubio allait tester sur place la détermination de Paris à vouloir continuer cette guerre à tout prix, puisque effectivement Macron s'est tellement engagé dans cette guerre que la défaite de Zelensky sera la sienne. Et donc c'est ça aussi le problème, c'était que je pense que Rubio est arrivé en leur disant « Nous, on vous prévient ». D'ailleurs, a priori, c'est ce qui ressort des déclarations. Les Américains s'apprêtent à arrêter de soutenir Kiev. Je pense que d'ailleurs, parmi les 3 scénarios qu'on avait évoqués, notamment sur cette chaîne, donc le premier, c'est le retrait américain de cette guerre. Je pense que c'est le plus vraisemblable. Le deuxième, c'est l'acceptation par Zelensky des exigences russes, c'est-à-dire l'abandon définitif et complet des 5 régions qui font désormais partie de la Russie, de la Fédération de Russie depuis le référendum de l'automne 2022. Et le troisième, c'était la continuation de la guerre sur un modèle démocrate par Trump. Ça, je crois que maintenant, enfin, faut toujours prendre les déclarations avec circonspection, mais je crois que ça, c'est exclu. Donc effectivement, Alexis, tu as eu raison de souligner l'importance de la déclaration de Rubio sur le tarmac, qui a dit qu'ailleurs, on ne parlait pas de semaines, on parlait de jours. Mmh. Et je pense effectivement, et on voit très bien que là, Trump a des difficultés pour obtenir des résultats économiques rapides, mais en revanche, je crois qu'il veut obtenir des résultats en politico-stratégiques rapides et qu'il peut le faire. Il est en train de se retirer, bon, ils ont amorcé a priori le retrait des troupes en Syrie. Il veut négocier, et ça avance assez rapidement, mine de rien, avec l'Iran, et la Russie peut servir d'intermédiaire puisque la Russie est partenaire du programme nucléaire civil iranien, avec une garantie, puisque dans ce programme, il est dit clairement que si jamais l'Iran veut se doter de l'arme nucléaire, la Russie se retirera. Et il peut avancer très rapidement sur l'Ukraine. Sur l'Ukraine, il peut boucler l'affaire dans 15 jours. Hein. Il suffit qu'ils disent, voilà, bon, bah, nous, on s'en va, débrouillez-vous. Et ça veut dire en principe que c'est fini cette année. Hein. Si les États-Unis se retirent complètement, c'est fini cette année. S'ils se retirent en disant, mais vous pouvez continuer à nous acheter des armes, ça peut durer un peu plus longtemps. Et encore, ce sera un tel coup pour le moral de la COUP, hein, pour le moral de l'armée ukrainienne, que je pense que ça aura des conséquences extrêmement graves. Donc, on est plutôt dans une séquence, je dirais, qui est favorable au parti de la paix, qu'il soit à Moscou ou qu'il soit à Washington. Alors moi, je suis pas d'accord sur tout ce que Xavier vient de dire quand même. Je pense pas que Rubio soit venu informer de la situation sur le terrain. Les Européens, je pense qu'il est véritablement venu leur dire on veut faire du business avec la Russie, réouvrez le SWIFT, on en a besoin. Ce sur quoi les Européens ont dit non, d'ailleurs, et ce sur quoi Rubio, à mon avis, a commencé à leur dire eh bien, dans ce cas-là, débrouillez-vous. Alors après, la vérité, c'est est-ce que les États-Unis vont mettre, je dirais, vont mettre comment on dit, vont réaliser en fait leurs promesses, c'est-à-dire finalement de se retirer de ce conflit, c'est ce qu'ils ont dit sur le tarmac, c'est ce que Trump a dit notamment. Est-ce qu'ils vont partir sur d'autres cieux, parce que là, Xavier, tu l'as dit, Iran et Chine, c'est plus les problématiques économiques internes aux États-Unis. Trump a absolument d'autres chats à fouetter que la question ukrainienne actuellement. Donc, est-ce qu'ils vont se refocaliser sur d'autres horizons? Est-ce que l'Europe, et ça c'est la véritable question, Xavier, est-ce que l'Europe va accepter finalement de faire comme les États-Unis, ou est-ce que, parce que ce sont des personnes qui sont jusqu'au boutiste, ils vont continuer à essayer de faire quoi que ce soit, mais tout sauf la paix? Ça, c'est, à mon avis, c'est là qui est la vraie question. Mais je pense, c'est mon avis personnel, que en fait, les Américains sont venus annoncer clairement que pour eux, c'était fini. Voilà. Alors, disons que, il y a aussi, je pense, il faut voir aussi qu'une chose, c'est que tu parles de l'Europe, mais si jamais les Américains se retirent de cette guerre, tous les partisans de la paix au sein de l'Union européenne, c'est-à-dire la Slovaquie, la Hongrie,
Ce qui serait intéressant de savoir aussi, c'est la position de Mélanie. Mélanie, c'est une Trumpiste. Donc, elle suivra ce que lui dit Trump. Et d'ailleurs, Paris a prétendu que c'était un succès diplomatique. Non, le succès diplomatique pour l'Europe, enfin pour un pays européen de cette semaine, c'est Mélanie qui va aux États-Unis, qui est reçue avec les petits plats dans les grands non seulement par Donald Trump, par J.D. Vance. Donc, quand on compare la visite de Macron, de Starmer ou de Zelensky dans le bureau ovale et la présence de Giorgia Meloni, il y a, comme disent les jeunes, il y a pas photo. Donc, le succès diplomatique de la semaine, c'est pour Giorgia Meloni, c'est pas du tout. Et qui reçoit Rubio le lendemain à Rome. Voilà, donc non, c'est visiblement le partenaire. Donc ça veut dire que il va y avoir des pays qui, soit par conviction, comme la Hongrie et la Slovaquie, vont mettre leur veto au sein de l'Union européenne pour arrêter le massacre, soit par obéissance à Trump, puisque Meloni obéit au Parti républicain, eh bien également vont arrêter les frais et par réalisme économique. Donc finalement, je pense que c'était moins en Europe que venait Rubio, il venait voir la France, qui est malheureusement, le régime d'Emmanuel Macron est un régime belliciste et qui a beaucoup à perdre de la défaite de Zelensky, de la défaite de Kiev. Donc je pense qu'il venait de passer des messages et il y a des moyens de pression dont disposent les États-Unis, notamment c'est la notation de la dette française. Je rappelle qu'il y a 3 semaines, Fitch a dit oui, la France ne respecte pas les critères du AA, mais on va quand même leur laisser. Ah bon, d'accord. Et là, Moody's, il y a une semaine, dit ce trimestre-là, on ne va pas noter la France. Donc voilà, OK. Et là, il reste Standard & Poor's et on va voir la manière dont ils vont faire leur tour de magie pour éviter d'expliquer que la dette socialiste française ne vaut plus rien, mais qu'on peut quand même continuer à l'acheter. Donc je pense qu'il y a des moyens de pression dont dispose Rubio s'il veut vraiment faire pression sur Paris, qui sont sérieux. C'est peut-être aussi ça le sens de la démarche. Voilà un peu ce que je voulais. Je pourrais faire une mauvaise blague en disant que je pense que Trump a aussi des moyens de pression sur Emmanuel. Mais bon, sujet qui fâche. cela ne nous regarde pas. Alors moi j'ai une question vis-à-vis de ça parce qu'en fait là il y a peu de temps c'était le New York Times qui avait pas déclassifié mais qui avait parlé très ouvertement. C'est pour ça que j'ai l'impression que les Américains sont vraiment dans une optique de désengagement total très rapidement parce qu'ils parlent des 12 bases américaines qui ont été financées et qui ont formé des Ukrainiens depuis 2014. Donc à vrai dire la guerre n'est pas une problématique de Biden mais plutôt d'Obama. Bon, même si Biden il était déjà dans l'administration à l'époque. Est-ce que Xavier, est-ce que c'est une pression réelle de Trump, ce qui se passe, ou pour pouvoir essayer de récupérer, par exemple, des terres rares, comme il a dit, ou il a dit que jeudi prochain, ça allait être signé, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il veut? Non, et en fait, déjà, ils ont bien précisé, Rubio l'a précisé, que les négociations sur la paix n'avaient rien à voir avec l'accord commercial, enfin l'accord économique avec les États-Unis. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'accord, il y a un mémorandum. C'est-à-dire, en fait, c'est un papier, pour ceux qui font mieux, on fait un MOU, un Memorandum of Understanding, pour parler anglais, avant, mais c'est la première étape. Enfin, il y a d'abord l'accord de confidentialité, le mémorandum, et après le contrat. Pour l'instant, on en est au mémorandum. Et donc, quand on lit en plus ce mémorandum, c'est une déclaration d'intention. Exactement comme le mémorandum de Budapest, ça n'engage absolument à rien. Donc, pour l'instant, Trump n'a rien obtenu. De toute manière, Kiev peut signer ce qu'ils veulent, ils ne respecteront rien. Le seul moyen si Trump voulait signer un accord et qu'il soit respecté, il faudrait qu'il envoie l'armée américaine en Ukraine pour obliger, le régime, que ce soit celui de Zelensky ou son successeur, à respecter les accords. Est-ce que ce n'est pas déjà le cas no man's land justement politique. Vis-à-vis de l'armée américaine? Est-ce qu'ils ne sont pas déjà vraiment... Parce qu'en fait, ce que dit par exemple le New York Non. Quand je parle de l'armée américaine, en fait, les Ukrainiens ont juste appuyé sur le bouton et tout était préparé. Non. Là, quand je parle de présence de l'armée américaine, c'est-à-dire c'est déployer des dizaines, voire des centaines de milliers de soldats qu'ils n'ont pas pour occuper le pays. Et ils ne le feront pas, ils n'iront pas. C'est pas du tout ce que veut Trump. Je pense que moi, cet accord sur les terres rares, etc., c'est surtout pour piéger Zelensky, parce que si on se souvient bien de la chronologie, c'est avant les élections présidentielles, Zelensky soutient quasiment ouvertement Biden. Les sénateurs parlementaires américains
pro-Kiev, y compris républicains, hein, comme par exemple Lindsey Graham, débarquent à Kiev, donnent des interviews dans les médias américains en disant mais il faut qu'on continue à soutenir Kiev, c'est pour des dizaines de milliers de milliards de dollars de ressources, etc., etc., etc. Et donc, en fait, ce qu'a fait Trump, c'est plutôt habile, c'est qu'il a pris Zelensky au mot. Il a dit, OK, vous dites que vous allez pouvoir nous rembourser les chiffres, après, on ne sait pas exactement d'ailleurs hein, ce qui a été donné, si on accumule, mais l'aide militaire, comment est-ce qu'elle est facturée, évaluée. Mais disons, prenons 300 milliards de dollars, pourquoi pas, ça peut être 100 milliards, ça peut être 300 milliards. Mais donc, nous on veut rentrer dans nos frais. Et en fait, je pense que c'est un piège que Zelensky s'est tendu et Trump l'utilise pour lui mettre la pression. Mais encore une fois, il n'y a aucun lien entre ce mémorandum qui, à mon avis, n'aboutira à rien. Et encore une fois, il n'y a pas de terres rares en quantité suffisante pour y investir les dizaines, voire les centaines de millions de dollars pour les exploiter. C'est très compliqué d'exploiter les terres rares. C'est pour ça que la Chine est très forte. C'est pas parce qu'elle en a plus que les autres, c'est parce que ça fait 15 ans qu'elle investit dedans pour les extraire. Et donc, il y en a également. L'Ukraine n'est même pas dans le top 10 des pays avec des terres rares. Mais en La plus, Russie. sur la question des terres rares, Xavier, et là, tu as tout à fait raison de dire, c'est que ça nécessite beaucoup d'argent. Or, qu'est-ce que dit ce fameux mémorandum? C'est que les Américains ne vont pas investir. Ils attendent que l'Ukraine fasse et eux tireront les dividendes. Or, pour que l'Ukraine fasse, au-delà, en imaginant qu'ils aient la volonté de faire, ce que je ne crois pas déjà, il faudrait qu'ils en aient les moyens. Donc, je pense qu'ils n'ont ni la volonté, ni les moyens pour le faire. Donc, de toute façon... Il faut bien se rendre compte, c'est que l'Ukraine en 1992, lorsqu'elle devient indépendante en décembre 1991, elle hérite de 35 à 40% du complexe militaro-industriel russe. Elle hérite de tout un soviétique, pardon. Elle hérite de tout un héritage, pardon pour cette redondance, industriel qui date même pas de l'Union soviétique, mais de l'époque impériale, dans le Donbass, puisque l'industrie russe s'est construite autour des réserves de charbon, comme dans le reste de l'Europe. Et donc, c'était le Donbass, le bassin houillé du Don. Et tout ça a été pillé, ruiné. Il n'y a quasiment pas eu d'investissement pendant 30 ans. Donc, s'imaginer que le régime de Kiev de Zelensky ou son successeur fera mieux que les premiers gouvernements ukrainiens depuis 30 ans, mais personne n'y croit. Il n'y a pas de tradition d'État à Kiev, vous comprenez. Kiev a été soit une colonie polonaise, soit, depuis la chute de la Rousse de Kiev, hein, évidemment, soit une colonie polonaise, soit finalement une région russe. Ce qui lui a permis d'ailleurs de développer toute cette région de l'Ukraine a été développée par l'Empire russe. Sur les 10 grandes villes ukrainiennes, à part le Lvov et le Kiev, toutes les grandes villes ont été créées par l'Empire russe. Et après, tout ça a été développé. Toute cette industrie a été développée par l'Union soviétique. Donc s'imaginer que à partir de rien, un régime basé à Kiev pourrait développer l'exploitation, dont terres rares, on a dit il n'y en a pas, mais même de minerais, etc. Tout ça est impossible. Il faut bien qu'on se rende compte, par exemple, la mine de lithium, a priori, qui était à Shevchenko, donc dans le Donbass, a priori, les Russes sont en train de s'emparer de la localité et ils ont déjà pris la mine. Mais c'est une mine qui a été créée, mise en exploitation par l'Union soviétique au début des années 80. Parce que mettre en exploitation une mine de lithium aussi, c'est très compliqué et jamais vous trouverez au sein de la classe dirigeante kievienne suffisamment, je dirais, de vision et à long terme ou même à moyen terme pour développer ce genre d'activité minière. C'est un État en faillite. C'est un État en faillite. C'est pas un État. C'est pas un État. L'Ukraine. Ouais. Non, mais je vais finir là-dessus. L'Ukraine, ça désigne un territoire. C'est la périphérie. Na Ukraine est à la périphérie. On va appeler ça là, ce n'est ni un territoire en faillite. Ce n'est ni un peuple, ni un pays, ni une nation, ni un État. C'est un système de pillage. Voilà, ça s'appelle le régime de Kiev. Voilà Thomas, on t'a fait le pitch global. Je pensais que tu allais réagir, Alexis, je te laissais faire, mais ok, il n'y a pas de souci. Alors moi, je voulais parler d'un autre point, parce que Zelensky, du coup, s'attaque à la Russie, s'attaque même à l'administration Trump. À la Chine. Tu me coupes l'herbe au pied. Zelensky s'attaque aux Chinois. Alors, disons que la première tentative d'attaque a été vis-à-vis des soldats, parce qu'il en parle ouvertement sur son compte X, sur son compte Twitter. D'ailleurs, abonnez-vous à Divergence Politique sur X et Twitter. Mais il parle de ça. D'ailleurs, quand on essaye de télécharger la vidéo, on voit le nom officiel du fichier qui s'appelle coréen.
Enfin, le nom, c'est un soldat coréen selon la vidéo initiale quand ils l'ont uploadé, quand ils l'ont téléchargé sur X. Et là, maintenant, ils parlent des armes chinoises qui auraient été envoyées aux Russes. Qu'en est-il réellement, Ah, Alexis? Est-ce que ouais. c'est voilà, essayer de changer ils voient tellement que c'est difficile en ce moment qu'ils essayent de contourner Non, un non, petit non, peu leurs non, problèmes en parlant d'autre chose? c'est beaucoup plus simple que ça à comprendre. Alors déjà, effectivement, même LCI, alors là, qui est quand même la chaîne de propagande officielle du régime bandériste de Kiev, même LCI, à l'antenne, a dit non, quand même, là, on peut pas dire que la Chine soit rentrée dans ce conflit. Non, on peut pas dire effectivement que l'armée chinoise se bat aux côtés des Russes. Non, bon, soyons un petit peu sérieux. Dans le meilleur des cas, ce sont 2 mercenaires chinois ou quelques mercenaires chinois. Rappelons que Kiev est à compagnie entière de mercenaires colombiens et de tous les pays, des Américains, des Anglais, des Polonais en voiture, en veux-tu, en voilà. Enfin, bref. D'ailleurs, je ne sais plus, Xavier, tu me corriges. Je crois qu'il y a une partie d'armée ukrainienne, c'est pas la Légion étrangère, c'est le Ouais, zut. les volontaires, je sais pas trop quoi. Ouais. Ouais, enfin, voilà, c'est un Bon, groupe après, armé. c'est pas non plus des c'est pas non plus des gros effectifs, mais c'est vrai qu'on a vu dans la région de Voilà. Koursk notamment, où là, il y avait énormément de mercenaires. Sans doute parce que je pense que beaucoup d'unités ukrainiennes ne voulaient pas aller dans le territoire russe d'avant 2022. Donc ils se sont basés Alors, sur ces unités. pour Il y a beaucoup de revenir, mercenaires géorgiens, polonais, essentiellement, oui. alors Moi, je trouve que c'est bien euh, justement ça, pour parce que revenir mettre des mercenaires Thomas, étrangers, oui, dis-moi. Dis. pour revenir à nos fameux amis chinois. Effectivement, ils sont dans l'œil du cyclone aujourd'hui de Zelensky, c'est le grand ennemi. Mais pourquoi? Parce que aujourd'hui, Zelensky qui voit que tout le monde est en train d'abandonner, qu'il n'y a plus d'argent qui rentre, ça c'est dommage pour lui, le pauvre. Il n'y a plus non plus d'armement qui rentre, ça c'est beaucoup plus dommage pour ses soldats. Voilà, il se rend compte que l'Ukraine n'est plus du tout un sujet et ne sera plus un sujet dans très très peu de temps dans l'ensemble des médias mondiaux. Il a besoin de reprendre de l'attention sur lui. Rappelez-vous ce qui s'est passé lors du début du conflit à Gaza entre Israël entre Israël et le Hamas. Pareil, il a essayé de reprendre le lead médiatique sur lui. Et là, aujourd'hui, de quoi les médias parlent? Ils parlent du conflit économique entre la Chine et les États-Unis. Qui est l'ennemi des États-Unis aujourd'hui? C'est la Chine. Donc, si on veut essayer de ramener les États-Unis, qui sont les seuls, je dirais, ces pays qui pourraient potentiellement maintenir cette guerre pendant des années, et donc continuer à laisser survivre Zelensky, eh bien, il faut ramener les États-Unis. Et donc, qui est l'ennemi des États-Unis? C'est la Chine. Donc, il faut mettre la Chine en avant comme participante belliqueuse dans ce conflit, ce qu'elle n'est pas. Ce qu'elle n'est réellement pas. Il faut inventer, et alors là, Zelensky a pris des énormes risques, puisqu'il a annoncé que la semaine prochaine, il allait apporter des preuves. Eh bien, la semaine prochaine va arriver très vite, donc je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai hâte de voir quels sont les éléments factuels et les preuves que va apporter Zelensky, notamment du fait que la Chine travaillerait ou aurait même des présences industrielles militaires en Russie. Donc, c'est complètement fou, quoi. Ce serait complètement fou. Donc, voilà, c'est une stratégie de communication. Je pense que, pour le coup, aucun des Américains n'y a cru. Ils ne sont même pas rentrés dans le jeu. Les diplomaties françaises et européennes qui soutiennent, qui sont vent debout pour soutenir l'Ukraine, aussi ont été très, très discrètes sur les réactions qui leur ont été demandées sur le sujet. Je pense que ça a mis mal à l'aise tout le monde. Et puis, moi, j'attends, comme tout le monde, mardi, les grandes déclarations de Zelensky avec épreuve. Et en attendant la semaine prochaine, Xavier, qu'en est-il D'ailleurs, réellement? je Est-ce pense que qu'il y a des mercenaires étrangers, disons étrangers en particulier, comme les fameux Nord-Coréens, Chinois, Iraniens, admettons, on va pouvoir citer d'autres nationalités en Russie, du côté je russe? voudrais d'abord rebondir sur ce que disait Alexis. Tout d'abord, les Américains n'achètent plus la propagande de Zelensky. On l'a vu au moment du massacre de Soumy, qui a été, je pense, délibérément provoqué par Kiev, hein, qui a organisé une réunion d'officiers
policier tano-kievien dans un endroit où 1 heure après, il va y avoir un spectacle pour les enfants. Et donc, Zelensky a essayé de jouer sur le massacre de Soumy. Et donc, ça, en Europe, ça, dans tous les médias de grand chemin, notamment français, ça fonctionnait. Pas aux États-Unis. Et les États-Unis refusaient de signer la déclaration commune du G7 à cet endroit. Donc, ça, déjà, une première chose. C'est-à-dire que l'Amérique est devenue imperméable au narratif de Zelensky. Pour revenir la question chinoise également, il faut voir que toutes les armées du monde utilisent des sous-ensembles chinois. Donc Zelensky, c'est pas très malin ce qu'il fait, puisqu'ils sont très fiers de leur production de drones. En fait, c'est quoi la production de drones en Ukraine? C'est de l'assemblage de sous-ensembles chinois dans des caves. Voilà ce que c'est. Où on ajoute de l'explosif et un moteur qui, à mon avis, d'ailleurs, sans doute est fabriqué en Chine. Le complexe militaire industriel américain est extrêmement dépendant. Le Pentagone le sait, il a commandé un rapport à ce sujet-là que j'avais publié c'était en janvier ou février 2024, est extrêmement dépendant des sous-ensembles chinois. Donc en fait, la Chine fournit indirectement de l'armement à tous les belligérants. Et également des sous-ensembles chinois pour l'industrie d'armement française, allemande, etc., etc. Donc tout ça, c'est évidemment un faux. Parce que les Coréens qu'on a eus c'était des troupes coréennes qui sont envoyées en formation sur la ligne de front pour apprendre à faire la guerre. Ça, j'en suis persuadé. Notamment, il y a eu un accord officiel qui a été signé entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un il y a quelques mois. Donc il y a des échanges militaires et je pense que j'en suis même certain, il y a du matériel militaire qui a été livré, les canons de 170 mm Koksan, des systèmes anti-chars qui sont spécifiques nord-coréens. Donc, il faut les instructeurs pour former les unités russes. Voilà. Donc là, c'est clair qu'il y a des instructeurs nord-coréens sur la ligne de front. Ensuite, qu'il y a des soldats, je pense aussi il est tout à fait probable que la Corée du Nord ait envoyé quelques milliers de soldats apprendre à faire la guerre. Mais ce n'est pas parce que la Russie a besoin d'hommes, c'est parce que, encore une fois, il y a une coopération militaire. Et en plus, l'avantage, c'est que la région de Koursk était le territoire russe. Donc, c'est pour ça que vous avez vu des Nord-Coréens vraisemblablement sur le territoire russe, et également, mais vous n'en avez pas vu dans le sud, dans le Donbass, Zaporozhye, etc. On n'en a pas vu. Mais donc l'accord militaire entre la Russie et la Corée du Nord était tout à fait applicable dans la partie du territoire russe d'avant 2022. Ensuite, en ce qui concerne les Chinois, il faut savoir qu'il y a une grosse diaspora chinoise en Russie. Et qui vit, je dirais, entre elles, comme souvent les diasporas chinoises, comme le 13e arrondissement à Paris, qui règle ses comptes, qui se raquette, qui fait quasiment jamais appel à la justice russe, mais de temps en temps, il y a des meurtres, il y a des crimes, tout ça se passe à l'intérieur de la communauté chinoise, mais de temps en temps, la police russe s'en occupe. Et il y a de nombreux prisonniers chinois dans les prisons russes. Et vraisemblablement, je pense que ces Chinois qui ont été capturés, ce sont des Chinois à qui on a proposé, si vous voulez raccourcir votre peine, vous pouvez vous engager, exactement ce qu'on propose à tous les prisonniers en Russie, vous pouvez vous engager sur le front. Voilà. Et ils ont été capturés. Mais évidemment que la Chine n'envoie pas de soldats, évidemment qu'elle n'envoie pas de munitions, d'autant plus que dès le début, la Chine a proposé sa médiation pour sortir du conflit. La Chine, comme l'Organisation des pays africains, comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, la Turquie, ont proposé leur médiation depuis le début. Donc ça veut dire que pour être médiateur, vous ne soutenez ni l'un ni l'autre. Donc évidemment qu'il y a un partenariat très fort entre Moscou et Pékin, mais Pékin, d'ailleurs, si je me souviens bien, a condamné l'entrée des troupes russes en Ukraine. Voilà. Donc au nom du principe d'intangibilité des frontières. Donc tout ça, c'est comme l'a très bien dit Alexis, c'est une posture de Zelensky qui, de toute manière, il va raconter tout et n'importe quoi. Il veut rester au centre des discussions. Et le problème, c'est que, comme je l'avais dit, je crois ici aussi, on a passé en fait à une phase il y a 3 ans, c'était on ne parle pas de l'Ukraine sans l'Ukraine. L'Ukraine doit toujours être là lorsque on négocie. Bon, là, depuis l'arrivée de Trump, on parle de l'Ukraine sans l'Ukraine. Et là, maintenant, le problème, c'est qu'on ne parle même plus de l'Ukraine. Et donc, évidemment, il va nous faire la roue toutes les semaines
pour qu'on parle de l'Ukraine. Je dirais même Moi, sans je l'Ukraine, suis mais assez pour qu'on en parle. inquiet, Xavier. Je suis assez inquiet parce que tu avais dit quelque chose qui était très juste. Je pense que c'est maintenant qu'il y aura le plus d'exactions, d'actes dangereux, de terrorisme, de prise de parole inconsidérée, parce qu'il est aux abois. Il est aux Je abois. pense que ça explique, notamment, tu fais bien de le souligner, ça explique la réaction sur l'affaire de Soumy. Oui, Par exemple, Margarita Simonian, la patronne de RT, a très bien dit: «Ils vont nous faire, du butcha, tous les jours». ouais. Et en Et non. fait, le fait que, Washington ne soit pas tombé dans le piège de Soumy, ça veut dire que c'est un message envoyé: «Vous fatiguez pas à organiser des massacres, à organiser, des remises de décorations au milieu des jardins d'enfants, à 30 kilomètres du front, même si les Russes frappent, on n'est pas dupes». Et d'ailleurs, je pense qu'en faisant ça, finalement, Washington a sauvé des vies. Mm. Parce que par conséquent, parce qu'il faut voir une chose, c'est que les habitants de Soumy, ils le savent, eux. Ils savent que ce qu'est en train de faire Kiev. De la même manière que les habitants de Bakhmout, et ça c'était sur France Info en 2022, avant que l'assaut russe commence, ils avaient été interviewés, ils disaient: «Mais pourquoi est-ce qu'ils garent leurs chars dans les cours des immeubles?» Mm. Voilà. Donc en fait, Soumy est une ville russe, et ce que voient les habitants, c'est qu'ils servent de bouclier humain. Et donc, ça va provoquer chez ses habitants, évidemment, un rejet de l'armée kievienne. Et je dirais, ça facilitera l'intégration de Soumy à la Russie, le cas échéant. Je pense qu'effectivement, c'est bien de le souligner. Washington envoie des messages clairs. Arrêtez de nous faire des bouts de chat tous les jours, ça ne marchera plus. Mm. Voilà, ça c'est important. Bon, bah, dans ce cas, on va changer de sujet. On va passer maintenant à la suite. Ça a été bien intéressant. N'oubliez pas d'ailleurs de commenter, de dire ce que vous en pensez. Là, maintenant, on va passer à la France et à l'Algérie. Excuse-moi. Alors, avant, excuse-moi, j'allais complètement oublier, c'est important. On a, puisqu'on va finir sur la question de l'Ukraine, on a notre ami Nicolas Mirkovic de l'association Ouest-Est qui part en mission humanitaire dans le Donbass. Donc, Xavier, tu en as parlé notamment aussi dans ton dernier bulletin Stratpol. Il y a beaucoup d'opérations qui sont faites pour le bien-être des populations locales, pour les enfants, pour les personnes âgées, pour ceux qui souffrent au quotidien, notamment dans le Donbass. Donc, ils partent, Xavier, c'est quand? C'est courant mai, début mai, quelque chose comme ça? Ce sera au début du mois de mai. Je l'accompagnerai Voilà. d'ailleurs. Eh ben, encore mieux. Donc, Nicolas Mirkovic et Xavier Moreau qui seront donc dans le Donbass avec l'association Ouest-Est. Ils ont besoin de notre soutien à tous. Donc, allons faire un petit don sur le site. On le mettra, Thomas, en lien de cette vidéo. Ouest-Est, en plus, je crois, sans dire de bêtises, que les dons aux associations françaises sont déductibles des impôts. Donc, à la rigueur, comme on en a beaucoup des impôts en France, eh bien, au moins, vous ferez des économies en aidant des gens. Voilà, je voulais juste passer ce mot avant qu'on raccroche la question ukrainienne. C'est ça. Au lieu de donner vos impôts qui aillent dans les poches des Ukrainiens, là, ils iront du bon côté des bonnes personnes. En attendant, à faire la transition. France-Algérie, c'est parti. Alors effectivement, Paris-Alger, tension, j'ai envie de dire, ça fait depuis quelque temps, en particulier depuis que Bruno Retailleau, j'ai l'impression, est devenu ministre. Alexis, quelle est la situation? Arrive-t-on à quasiment une impossible désescalade au final? Parce que ça fait quand même quelques mois quasiment, depuis même la fin de la guerre d'Algérie, en fait, que la situation est assez catastrophique. Oui, j'allais te dire, effectivement, la désescalade, de toute façon, est assez longue, puisque, effectivement, depuis l'après-guerre d'Algérie, effectivement, la France et l'Algérie ont eu des relations extrêmement tendues. C'est ni plus ni moins que ça l'a été à d'autres périodes politiques de notre histoire, finalement. Sauf qu'aujourd'hui, on a effectivement un ministre d'Intérieur, Bruno Retailleau, qui est, lui, en campagne également. Un peu comme un Zelensky, il a besoin de faire parler de lui, il a besoin d'attirer l'attention, il a besoin de créer une image aussi de droiture, d'homme fort. Effectivement, ne l'oublions pas, Retailleau est en campagne. Il est en double campagne, même, je dirais. Il est en campagne dans un premier temps pour la présidence des Républicains. Et qu'est-ce que ça amènera
de manière inéluctable, ça amènera vers 2027. Et donc ça, Retailleau l'a parfaitement compris. Donc il doit avoir un message ferme sur la question justement des OQTF, sur la question de nos relations justement de notre relation franco-algérienne sur le traitement de l'immigration clandestine, etc. Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles il va en fermeté. Est-ce qu'elle est feinte ou est-ce qu'elle est réelle? Je vous laisserai à chacun juge. Et puis je pense que Xavier, de toute façon, réglera la question dans quelques secondes. Et puis, à côté de ça, on a effectivement du coup des tensions qui se nouent entre nos deux gouvernements, qui entraînent aussi des points de crispation avec notamment l'incarcération en Algérie de... j'ai oublié le nom de cet auteur qui a été... C'est normal que tu l'aies oublié, personne ne le connaissait, tout le monde s'en Ah oui, s'en moquait. alors, Ce sont les médias qui nous ont imposé cette espèce d'histoire sur ce type-là. C'est incroyable. Venir nous polluer notre vie politique avec des choses qui ne nous concernent pas. Excuse-moi, je rebondis là-dessus, mais par exemple, moi, je vais donner un exemple. Je suis double national. Si la France, alors en Russie, je pense que je risque rien, parce que je suis plutôt du côté du pouvoir dominant. Mais si je me fais arrêter en France parce que je suis un opposant politique, la Russie n'aura aucun moyen de demander ma libération parce que je suis citoyen français. Xavier et Thomas, est-ce qu'on peut avoir une alerte info? Tu ne soutiens pas le gouvernement français? Ouais, figure-toi. Donc, ce que je veux dire, c'est que là, on a un double national qui a arrêté en Algérie. Et ben, il a un problème avec son gouvernement algérien. Et de la même manière que j'aurais un problème avec le régime français si je me faisais arrêter, mais que l'ambassadeur de Russie pourrait protester, la justice française lui répondrait: écoutez, il est citoyen français, c'est pas votre problème. Voilà. Donc, tu as raison de le rappeler, et c'est très important comme notion. Moi, j'ai travaillé avec le Consulat de France pendant quelques années ici, justement sur les questions consulaires pour les Français. Les personnes comme toi, notamment binationales, de facto, si elles sont arrêtées dans le pays de résidence, ne peuvent pas bénéficier de la protection consulaire juridique de leur pays, éventuellement ce qu'on pourrait appeler pays d'origine, enfin là, en l'occurrence la France, par rapport à la Russie. Donc quand on est binational, on a la nationalité du pays sur lequel on réside qui, je dirais, prime par rapport c'est exactement, c'est là, je voulais dire. Donc, pardon de t'avoir interrompu, je te laisse finir, mais cette histoire, je sais même que ça me fait plaisir que tu n'arrives pas à prononcer le nom de ce type que personne ne connaissait. Hein. C'était un intello francophone au milieu des autres intellos francophones français. Là, même Philippe de Villiers nous l'a vendu comme le nouveau Solzhenitsyn. Bon, c'est quand même, faut quand même pas exagérer, quoi. Tu sais, Xavier, que beaucoup d'auteurs dans la musique ou dans la littérature deviennent célèbres de manière posthume, finalement. Beaucoup plus que sous leur existence. Alors, pour finir sur la question, effectivement, actuelle, politique, entre nos deux gouvernements, donc je l'ai dit, il y a des dossiers qui crispent, mais qui montrent aussi la faiblesse de la France. Je suis désolé de le dire, on parle de cet auteur dont on a tous les deux perdu le nom, tous les trois perdu le nom. Ça montre une chose, c'est que la France est faible. Je suis désolé de le dire, mais comment un État comme la France ne peut pas faire une pression diplomatique pour récupérer, en cas échéant, un ressortissant français qui aurait été arrêté? Mais je pense que c'est un peu différent, comme l'a dit. La France n'a pas de diplomatie. Par exemple, si jamais il voulait récupérer ce type, déjà, faut pas en parler. Tu vois. Par exemple, lorsque en ce moment on a en Russie, il y a Laurent Vinatier qui s'est fait arrêter par les autorités russes pour faire du lobbying sans être déclaré. Enfin bon, peu importe. Mais l'ambassade de France agit, mais il n'y a pas Emmanuel Macron qui fait une déclaration tous les 3 jours en expliquant que libérer Laurent Vinatier, parce que ce serait contre-productif. Et là, ils ont pris et l'intelligentsia française a pris fait et cause publiquement. Donc évidemment maintenant, même si le gouvernement algérien à l'origine aurait été prêt à expulser et à le déchoir de nationalité, c'est une question d'égo.
voilà, eh bien, il ne le fera pas parce qu'il perdrait la face. C'est exactement Exactement. ce qu'on a entre Trump et Xi Jinping. Si Trump n'avait pas menacé la Chine aussi brutalement, aussi publiquement, eh bien, ils auraient peut-être déjà trouvé un accord. Mais Oui. là, la Chine et Xi Jinping ne veulent pas perdre la face. Et ce qu'ils demandent d'ailleurs, hein, j'en ai parlé dans mon bulletin, c'est du respect. Du Oui. respect. Et le problème, encore une fois, c'est que l'Algérie, ça on peut en parler de manière plus générale, c'est que pour l'intelligentsia française, pour les politiques français, c'est le pays qu'on n'arrive pas à décoloniser. Moi, je suis là-dessus pour la colonisation en général, pour notre lien avec l'Afrique en général. Je suis pour la position de Bernard Lugan. Il faut rompre avec l'Afrique pendant 5-10 ans. Voilà, les laisser se débrouiller sans nous et revenir dans 5 ou 10 ans, comme si comme des cousins éloignés qui se seraient perdus de vue et de construire des relations sur des fondements totalement différents, ni sur le fondement colonial, ni décolonial, ni sur la France-Afrique ou la France-Algérie, etc., etc. Mais le problème, c'est que ça, on arrive à le faire avec, je pense, avec pas mal de pays. Et puis, de toute manière, aujourd'hui, tous les pays nord-africains sont en train de nous foutre dehors. Et ils ont bien raison. Donc, pour l'instant, du côté de l'Afrique noire, ça se passe bien. Le Maroc s'en sort très bien également. Il a son propre projet. La Tunisie aussi, visiblement. Mais l'Algérie, le problème, c'est que l'Algérie, c'était spécial dans la colonisation française. C'était des départements français, c'était la France. On nous a bassiné avec ça. Moi, je viens d'un milieu très, on va dire, très Algérie française. On nous a bassiné avec ça, on bassinait encore avec ça, alors que moi, je suis né en 71. Et donc, en fait, pour une partie de l'intelligentsia française, ils n'arrivent pas à se désalgérianiser. Et ça aussi, ça rejoint un peu mon bouquin sur le livre noir de la gauche française. Je me fais un peu de pub, mais c'est-à-dire que la gauche française, la gauche bourgeoise, elle a besoin, pour que ses idées survivent, de les répandre. Elle a besoin d'un corps sain sur lequel elle va s'agripper et puis pouvoir lui en sucer la substantifique moelle. Ils ont déjà lessivé le peuple français, donc ils ont décidé avec Jules Ferry d'aller coloniser l'Afrique au nom du droit et du devoir des races supérieures sur les races inférieures. Et aujourd'hui, en fait, l'Algérie, le migrant algérien en France, finalement, c'est un moyen pour la gauche française de continuer à assumer son rôle de race supérieure vis-à-vis des races inférieures. Je cite Jules Ferry. Donc, en fait, on a cette espèce de rapport totalement maladif de la gauche avec l'Algérie et les Algériens. Ce qui fait qu'on ne peut pas avoir de relation normale avec ce pays qui également a des problèmes internes. Et donc, c'est bien de parler de l'ancien colonisateur plutôt que d'essayer de les traiter. Mais je dirais ça, moi, je vois ça du point de vue français. Et de toute manière, quoi qu'il arrive, il y a, et pourquoi aussi Macron affronte Retailleau, il y a évidemment un affrontement politique à l'intérieur du gouvernement français, mais il y a également le fait que les Algériens sont la majorité des immigrés en France et qui sont souvent double nationaux. Donc si tout d'un coup, tu prends des lois qui vont gêner les mouvements entre l'Algérie et la France, tout cet électorat-là, évidemment, est perdu. Il ira vraisemblablement une partie de la France insoumise, une partie même au Rassemblement national, on peut pas l'exclure, mais ce sera perdu pour Macron, pour son gouvernement de centre-gauche. Donc en fait, ce qu'il faudrait surtout, c'est du silence. Et le problème, c'est que Retailleau, lui, il parle. Mais il est en campagne, Retailleau. Il essaye de se passer. C'est le moment ou jamais pour lui de prendre une stature. Il joue sa partition. Mais moi, je reviens sur un point quand même. Tu parlais de la relation, de la situation pour un ressortissant français entre la Russie et la France. La Russie et la France, c'est pas la France et l'Algérie. Enfin, je suis désolé de le dire, mais avec tout le respect et l'amitié que je porte aux Algériens, si la France n'est pas capable de taper du poing pour récupérer un ressortissant en quelques jours et sans que ça se sache dans tous les médias, il ne faut pas taper du poing. Alexis, tu as une vision trumpiste de la politique. Il ne faut pas taper du poing. C'est de la diplomatie. Donc, il faut être discret. Tu vois, ce que j'ai beaucoup aimé je passe un peu du coq à l'âne. Excuse-moi, je ferme la parenthèse de ta diplomatie. Xavier, le Quai d'Orsay, quand on voit les personnes qui sont au Quai d'Orsay, je peux te dire que c'est plus de la diplomatie. Oui, mais je suis d'accord. Mais non, ce que je veux dire, c'est que tu vois, ce qui était très bien dans la visite de Giorgia Meloni aux États-Unis, c'est que déjà, elle ne s'est pas précipitée. La visite, elle a été annoncée il y a 10 jours. Donc, pendant 10 jours, les diplomates italiens ont travaillé avec les diplomates américains pour tout préparer
pour que la déclaration commune soit déjà rédigée, pour qu'il y ait tout un cycle diplomatique qui soit enclenché, pour que ça se passe bien. Et ça s'est bien passé. Et Giorgia Meloni ne s'est pas trouvée piégée dans le bureau ovale comme ont été piégés Emmanuel Macron ou Starmer, parce que c'était bien fait. Et le problème, c'est que quoi que tu veuilles de l'Algérie, il faut commencer par laisser faire les diplomates et il faut la fermer. Et surtout, le problème aussi, c'est que Retailleau, comme tu l'as très bien dit, est en campagne et il n'arrive pas à expulser 2 blogueurs à 75 de QI. C'est clair. D'accord. Et comme si c'était et on en fait tout un fromage. Ça fait 6 mois qu'il est là, il a toujours pas réussi à expulser un Algérien ou un OQTF. C'est toujours en train de courir dans tous les sens et ça ne va nulle part. Alors qu'en fait, alors je regardais, je vois des chiffres qui me font peur, mais il paraît qu'il y aurait près de 900 000 clandestins en France. Donc, il est en train de courir après deux débiles mentaux blogueurs algériens, alors qu'en fait, ce qu'il faudrait, c'est commencer un mouvement de remigration massif. Et je dirais, je parle de remigration des clandestins, des illégaux, de ceux dont on n'a pas besoin, puisque de toute manière, la France a 17 millions de chômeurs officieusement. Donc, je vois vraiment pas ce qu'il est en train de faire. Enfin, on en avait parlé dès le début, j'avais dit que c'était un faux dur. Et là, c'est vraiment Retailleau le faible. Et tout ce qu'il montre, c'est que malgré ses rodomontades, eh bien, finalement, il est faible. Il n'ose rien faire parce qu'il a devant lui un mur administratif. Il a devant lui comment dirais-je, toute une administration gauchiste avec des juges qui seront systématiquement contre lui. Il aura le Conseil constitutionnel contre lui, il aura les juges rouges contre lui. Et visiblement, il n'a pas décidé de s'attaquer à ça. Il est faible. Il est faible. Et il n'a même pas le soutien de son président, puisque Macron, lui, est allé plutôt dans un sens, je dirais, d'apaisement, alors que Retailleau avait dit, et s'était vanté dans les médias, de dire « Si je n'ai pas l'appui de mon gouvernement, je démissionnerai ». Voilà. Mais c'est ce que je te disais sur l'électorat algérien. L'électorat algérien en France, je ne sais pas combien c'est, ça doit être des centaines de milliers d'électeurs. Bien sûr. Donc, Macron ne veut pas les perdre. Le parti de centre-gauche d'Emmanuel Macron ne veut pas les perdre. Donc, lui, il allait se coucher devant Alger. Et puis, Retailleau, lui, ce qu'il vise, c'est, pardonne-moi l'expression, le couillon de centre-droit, qui, lui, tout ce qu'il veut entendre sur CNews, c'est que vous allez voir ce qu'on va avoir. Là, vous allez voir. Là, vous allez le Karcher 2.0, vous allez voir. Et donc, en fait, chacun vise son électorat. Et de toute manière, tous ces gens-là parlent trop. Ce qui est insupportable, c'est que et je pense que c'est typique de la génération non seulement en France, mais des hommes politiques occidentaux. Ils croient qu'ils ont agi une fois qu'ils ont parlé. Mais encore une fois, il n'a toujours pas réussi à virer ces 2 OQTF, c'est des OQTF maintenant, ces 2 blogueurs à QI de 75. Ça fait 6 mois, il n'y arrive toujours pas. Donc voilà, il y en a 900 000 qui attendent pour être virés aussi. Donc, dans cette magnifique guerre des chefs, entre guillemets, LR, on a quand même donc là Retailleau qui ne sert à rien sur le dossier algérien et pour rappel, Laurent Wauquiez qui, il y a une semaine ou 15 jours, voulait transformer Saint-Pierre et Miquelon en Guantanamo, quoi. Donc on a quand même un niveau pour la présidence LR qui est quand même. Alors oui, moi j'ai tweeté là-dessus. Là, les chercheurs britanniques viennent de trouver une planète semblable à la Terre à quelques années-lumière. B12, je sais plus quoi là. Mais cela dit, attends, écoute, alors je vais peut-être choquer nos auditeurs, mais l'idée de Wauquiez n'est pas bête du tout. Et de toute manière, déjà, il y a plusieurs. Non, je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, le fait qu'il y ait une prison à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est un territoire français. Il y a des tas de territoires français en métropole où il y a ou à Cayenne, où tu veux, il y a il y a des villes en France où il y a des prisons. À Troyes, la ville d'où je viens, il y a une prison. Et c'est pas parce que tu as une prison que ça dégrade la ville. C'est normal que dans les sociétés, il y a des prisonniers. Ce qui est pas normal, c'est que la population française a pris 30 millions d'habitants et il y a toujours ces dernières décennies et qu'il y a toujours pas plus de prisons. Et alors que la criminalité a augmenté, c'est ça qui n'est pas normal. Donc en soi, rouvrir un bagne à Cayenne, les mettre à Saint-Pierre-et-Miquelon pour que tous les clandestins se disent bon, peut-être pas aller en France parce que sinon on va finir de l'autre côté de l'Atlantique, eh bien ou ailleurs, je pense que c'est une bonne idée. Et surtout une prison, ça ramène, ça ramène des ressources
pour l'endroit où ça se trouve. Moi, j'ai fait le stage de jungle quand j'étais à Saint-Cyr. On avait un peu expliqué l'histoire de la Guyane. La Guyane, il y a la présence militaire française, la base de Kourou. Si jamais leur bagne réouvrait, il y aurait de nouveau un afflux économique. Et aujourd'hui, on a ces territoires d'outre-mer qui sont des centres de coûts qui ne nous rapportent rien. Je parle même pas de comment il s'appelle l'île préférée de Marine Le Pen, Mayotte. Tout ça, à la limite, faisons un bagne à Mayotte. Une base militaire, ça va nous servir à quoi? Pour s'emparer des Comores? Faisons un bagne à Mayotte. Et là, on envoie les OQTF, les clandestins, etc. Et je pense que la perspective de se retrouver à 10 000 km de la métropole va largement dissuader. Non, le projet de Vauquier, je vais te dire, Xavier, je signe dès demain. Écoute, il faut qu'on lance un slogan sur cette chaîne: Make Cayenne Great Again. Voilà, ça c'est dit. Non, mais encore une fois, c'est pas dégradant. Il y a des prisons partout en France. Fleury-Mérogis, évidemment que le nom est plus connu par rapport à sa prison que par rapport à la boulangerie du coin qui fait d'excellents croissants. Mais la question, c'est que de toute manière, il y a besoin d'avoir sur le territoire français des prisons. Il n'y en a pas assez. Pourquoi pas sur les territoires ultramarins, si ça peut en plus dissuader. Moi, je te demande plus, ne touche pas à Belle-Île-en-Mer, et pour le reste, ça ira. Ok. Il n'ira pas sur l'île de Bréa, d'accord. Bon, il y a certaines zones, voilà, il faudra absolument éviter. Merci beaucoup, messieurs, pour cet entretien sur les deux sujets, donc la paix en Ukraine et la France et l'Algérie. N'oubliez pas, très chers auditeurs, de vous abonner, de regarder en description tous les liens dont on a pu parler tout au long de cette quasiment heure d'entretien. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup à vous tous.